Alain Bauer qui peut nous rejoindre, professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ancien responsable du pôle sécurité, défense et renseignement, auteur du roman d'espionnage Conspiration au Vatican qui vient de paraître aux éditions First, vous n'arrêtez pas, la suite des tomes 1 et 2 des aventures de l'agence d'espionnage Mozart qui sont des succès en librairie. Vous avez le temps ? J'allais vous dire ouf de faire tout ce que je viens de... Oui, je suis un pré-retraité, donc je vis déjà dans une phase entre deux. J'ai commencé à travailler très jeune, je suis parti donc très en retard, même avec la réforme des retraites, et donc je prends désormais du temps, parce que je fais moins de bureaucratie et plus de recherche. Les États-Unis sans l'OTAN, pour faire le lien avec notre débat il y a quelques instants. C'est un hommage exceptionnel, extraordinaire à la vision qu'avait le général de Gaulle en proposant le plan Fouché 1 et 2, qui visait à avoir une Europe de la défense, une vraie Europe de la défense, à un moment où tous nos partenaires, je dis bien tous, ont décidé de s'appuyer uniquement sur le parapluie et le partenaire américain. Le général, en gros, expliquait qu'on ne pouvait pas faire on pouvait pas faire la guerre avec des militaires qui venaient de pays différents et avec des intérêts différents. Il disait ça, non, il disait simplement on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a les intérêts de son pays et pas les intérêts des nôtres. Plan Fouché 1, plan Fouché 2, je le renvoie. Vous l'avez sur Internet, en long, en large et en travers. Le premier était un peu brutal, le second était un peu plus diplomatique. Mais les deux ont été refusés parce que seule l'Alliance Atlantique, auréolée de sa victoire sur les nazis, il y avait d'autres raisons. Mais le général de Gaulle allait légèrement au-delà, d'abord parce qu'il savait ce que les Américains voulaient faire de la libération de la France en faisant une sorte de protectorat, alors qu'il considérait, lui, qu'elle s'était aussi libérée en partie par elle-même. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y avait cette vision de l'avenir qui était, il fallait une communauté du charbon et de l'acier, il fallait des communautés sur l'agriculture, il fallait créer tout un espace et il fallait n'être pas seulement une Europe marché, mais une Europe puissance. Lui, il avait compris, et il se trouve que Donald Trump, paradoxalement, rend un hommage, alors certes, il ne l'a pas pensé comme ça, il ne l'a pas écrit comme ça, mais à la vision qu'a le général de Gaulle sur le thème que c'est aux Européens de se préoccuper des intérêts des Européens. Je vais m'adresser maintenant au professeur de criminologie. Les peurs françaises dans le sondage qui vient d'être publié par Le Figaro et Opinionway sur l'insécurité, la dette, la guerre. 19% des Français, c'est-à-dire un Français sur 5, se sentent rarement ou jamais en sécurité. C'est une bonne nouvelle. Ah bon ? Faudrait me les présenter d'ailleurs, parce que je ne sais pas exactement où ils habitent et dans quelles conditions ils sont, puisque les conditions de développement des violences physiques en France, agression, homicide, tentative d'homicide, violences sexuelles, violences intrafamiliales sont telles qu'il va falloir faire une cartographie des zones protégées. Vous leur dites, ce soir, c'est encore pire que vous ne le pensez. Bien sûr. Mais c'est pas moi qui le dis. Les enquêtes dites de victimation, celles qui demandent aux gens ce qu'ils ont subi et pas seulement ce qu'ils ont déclaré, donnent des résultats qui sont dans une très forte dégradation. On n'est pas seulement dans la petite dégradation où on ne sait pas si on est à la hauteur du trait ou pas. On a un seul indicateur à peu près fiable en France, c'est celui des homicides et des tentatives d'homicide. Parce que là, on veut tuer. Vous voyez, c'est facile. L'homicide, ça a toujours été mal. Depuis 1539, grâce à François Ier, on sait à peu près qui naît, qui meurt et de quoi on meurt dans ce pays, l'état civil. On voit depuis 50 ans, on a un outil statistique qui a des tas de défauts, mais on compte bien les corps. C'est comme ça. Et on compte bien les gens qui ont survécu grâce à l'incompétence des tireurs, et je les remercie, ou l'efficacité des services de secours, et je les remercie 2 fois, pour sauver des gens. Le nombre d'homicides a été au plus bas en 2011-2012, 700. On a repassé la barre des 1000 l'année dernière, mais avec les tentatives d'homicide, pour la première fois de notre histoire, nous avons passé la base des 5000. 5000. Il y a 5000 personnes qui ont été tuées ou qui ont failli être tuées de manière volontaire ou involontaire en France, la pire année des 50 dernières années, et le premier semestre 2025 qui vient d'être publié par le service statistique du ministère de l'Intérieur donne des résultats pires au premier semestre 25 qu'au premier semestre 24. Donc la situation est extrêmement dégradée. Et si vous prenez ce que les gens disent, ressentent, mais qui est plus un climat de violence qu'un sentiment d'insécurité, qui est le joli mot qu'on a inventé pour ne pas dire les choses, eh bien vous êtes aujourd'hui dans un niveau de dégradation extrême qui en plus atteint des zones
auxquelles on ne pensait plus, par exemple, non seulement les villes et la périphérie des villes, mais des zones extrêmement rurales, parce que vous avez une expansion historique du trafic de stupéfiants et surtout un enracinement du trafic de stupéfiants. C'est pas seulement le trafic qui passe, c'est le trafic qui reste, qui structure son trafic, qui s'enracine, qui crée les conditions à la fois d'une gestion de la concurrence extrêmement brutale et d'une pratique d'addiction sur à peu près tout. Le cannabis comme d'habitude, mais aussi la cocaïne, mais aussi le crack, mais aussi toutes les drogues de synthèse qui sont en train de submerger totalement le pays. Vous avez une très jolie étude de l'Office des drogues et toxicomanies qui vous dit qui sont les consommateurs, comment ça a évolué et qu'est-ce qui est en train de se produire. Là aussi, la dégradation est impressionnante. Pardonnez-moi de vous poser une question aussi simple, mais comment on en est arrivé là ? Parce qu'on n'a pas voulu le voir, parce qu'on s'est fait du cinéma, parce qu'on s'est dit que ça ne faisait que passer, parce qu'on était dans l'après 68, c'était le cannabis en fait, c'est récréatif. Vous savez, on vous parle souvent de la drogue récréative. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de drogue sans addiction, aucune. Le cannabis d'hier à 1 ou 2% de THC, il est aujourd'hui à 15 ou 20%. C'est une drogue dure, comme on dit. Il n'y a plus de drogue douce. Tout ça n'existe plus. C'est une illusion, une fantasmagorie, un truc qu'on se racontait du genre je bois beaucoup d'alcool, mais je ne suis pas alcoolique. Je fume, mais je ne suis pas dépendant. Ce n'est pas vrai. Tous ces éléments créent de la dépendance. Si vous rajoutez en plus le protoxyde d'azote que vous utilisez pour conduire, eh bien, soit vous tuez, soit vous tuez quelqu'un. Donc, l'effet secondaire de tout cela, c'est une augmentation massive de la mortalité pour soi et pour les autres, et dans la gestion du trafic, une augmentation encore plus massive des emprises, du contrôle social. Regardez Marseille. Marseille, on peut se satisfaire que 5000 courageux aient manifesté au moment de la démonstration après l'assassinat du jeune frère de M. Kessassi. 5000 vraiment Marseille 1 million d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. La réalité, c'est ça. Et puis le deuxième élément, c'est que nous n'avons jamais... Impressionné par les images, en termes de nombre, c'était ridicule ? Ridicule. Ridicule, non. Il y a 5000 courageux. Je dis ça sans mépris, vous m'avez 5000 courageux, c'est 5000 courageux. D'accord. Hommage leur soit rendu. Où sont les autres ? Pas seulement ceux qui ont fait 3 secondes pour être à l'image. Donc il y a un sujet. Et puis le deuxième, c'est que nous n'avions jamais eu de mafia en France. Jamais. Nous avions eu des groupes criminels plus ou moins organisés, plus ou moins structurés. Oui, à chaque fois, pardonnez-moi que j'employais le mot mafia, vous me disiez non, ça n'existe pas en France. Ça y est, nous en avons une. La DZ Mafia est notre première mafia. Nous n'en avions jamais eu. Avant, nous avions des mafieux qui venaient blanchir, des mafieux qui venaient éliminer un ancien qui s'était enfui, des gens qui avaient essayé, les Italo-Grenoblois dans les années 70. Mais on n'avait jamais eu de mafia, elle est là. Elle est arrivée, elle est en train de s'implanter, elle est en train de se structurer, elle est en train de se développer, elle est en train de s'étaler, elle est en train de s'enraciner. Elle va de Marseille quasiment jusqu'à la Belgique et la Hollande désormais. Il y a une sorte de relation désormais entre la Jazair Mafia, DZ Mafia, c'est la mafia algérienne, c'est le nom qu'il se donne, et la Mokro Mafia, la mafia marocaine, celle qui est en train de contrôler la Belgique et les Pays-Bas. Et Est-ce qu'elles s'affrontent ? Non, pas du tout. Elles sont désormais en accord, en coopération. Elles affrontent des clans rivaux qui étaient des clans locaux, ce qui expliquait pourquoi nous n'avions pas de mafia, parce que c'était extraordinairement éparpillé et localisé. Elles s'étendent en disant, soit tu passes un accord avec nous, soit on t'élimine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'augmentation massive des règlements de compte, plus à Marseille, puisque la DZ Mafia a gagné le contrôle total du territoire. Le ministre Nunez l'a très bien expliqué il y a 15 jours en disant voilà comment ça s'est produit et voilà comment ça s'est étalé. En fait, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu y croire, comme d'habitude d'ailleurs. Vous savez, je vous disais souvent, vous vous rappelez sans doute, il y a très longtemps, il faut toujours écouter les dictateurs et les terroristes qui passent leur temps à vous expliquer ce qu'ils vont faire, nous passons notre temps à ne pas y croire. Les mafieux nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire et nous n'y croyons toujours pas. Est-ce que c'est trop tard pour réagir Non. ou on peut décider de s'en donner les moyens ? Toujours. Et de gagner. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire la guerre. Il n'est jamais trop tard pour empêcher la guerre. Il n'est jamais trop tard pour réagir. Il n'est jamais trop tard pour prendre en considération la réalité. Il a fallu attendre 2024 pour qu'une commission d'enquête du Sénat dise narcoterrorisme, ça existe. 2024. Oui. La plupart d'entre nous, des acteurs de terrain, des académiques, des policiers, des gendarmes, des magistrats eux-mêmes, punis pour avoir dit la vérité devant la commission d'enquête. Je rappelle que leur propre ministre de la Justice les a engueulés pour avoir dit à la commission d'enquête, je parle des Marseillais, nous sommes en train de perdre la guerre contre la mafia. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai.
Voilà, donc quand le politique, c'est-à-dire quand ça aura atteint le cerveau, il se produira quelque chose. Alors, on a plutôt des politiques plus sensibles à ce sujet, je pense au ministre de l'Intérieur par exemple, mais pas seulement. Et là, il y a un enjeu aujourd'hui désormais qui est une réaction puissante et massive, mais qui vise surtout à rattraper le retard. On n'est pas encore en train d'anticiper l'avenir, on est en train de rattraper un immense retard. Regardez, entendez les policiers de la PJ raconter leur désarroi, leur désorganisation, leur manque de moyens. Regardez les magistrats expliquant qu'ils sont submergés par les sujets et qu'ils ont des centaines de milliers de dossiers de retard, dit le procureur général près de la Cour de cassation, ou des millions d'affaires de retard, disent les policiers de la PJ. Comment on confronte une mafia ? Enfin, on affronte une mafia. On l'affronte, on prend les moyens, on le fait à l'italienne. Les Italiens ont fait la même chose que nous, ils ont vécu les mêmes problèmes que nous. Jusqu'au jour où la mafia s'est crue tellement puissante qu'elle a commencé à éliminer des juges. Oui. Tiens, la prochaine étape, c'est quand la mafia française, la DZ Mafia, éliminera des juges, alors peut-être l'État réagira. Je souhaite juste qu'il le fasse avant. Les Français ont une inquiétude face au terrorisme. Ils le perçoivent comme en hausse. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais ce n'est pas le même que d'habitude. Avant, nous avions des organisations structurées qui envoyaient des équipes, qui les projetaient. Elles venaient de l'extérieur, même si certains étaient français ou franco-belges, etc. Ils passaient un moment dans des camps d'entraînement, ils revenaient ici, on avait le temps de les voir arriver, de les voir venir. Parfois, on était surpris, ce qui était le cas en 2015-2016. Là, on est dans des micro-opérateurs tout petits, 1 ou 2 maxi, en formation très rapide sur Internet ou sur TikTok, en radicalisation, ce mot ne veut pas dire grand-chose, mais on va faire semblant de penser qu'on imagine tous ce que c'est. Internet et TikTok, je vous ai bien compris. Oui, bien sûr, massivement. TikTok, beaucoup plus que le reste, d'ailleurs, maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est rapide, que c'est facile et que c'est incontrôlable. Parce que ce que les Chinois font pour contrôler leurs propres algorithmes, nous ne le faisons pas au nom du fait que la liberté permet à tout le monde de devenir un apprenti terroriste. C'est une curiosité. Nous ne faisons pas chez nous ce que TikTok fondateur, enfin ce que les Chinois fondateurs de TikTok font chez eux. Ni en termes de durée, ni en termes de contenu, ni en termes de maîtrise d'algorithme. Je suis pour la liberté d'expression, entendons-nous bien. Enfin, il y a des limites à tout. D'ailleurs, en France, il y a un droit de la presse. On n'a pas le droit de tout dire et tout écrire. On peut être puni pour ce qu'on fait. Quand l'opérateur est perdu, on ne sait pas très où, dans le métavers ou Internet, eh ben, en fait, on ne sait pas. Donc, on n'arrive pas. Donc, on se sent impuissant et puis on dit, ah non, c'est pas bien de contrôler. En fait, si, on contrôle depuis toujours. La loi de 1881, elle est là pour ça. Mais on ne sait pas l'appliquer à l'univers Internet. Donc, plus jeunes, de très nombreux mineurs, un dossier ouvert par semaine au parquet national antiterroriste. La quasi-totalité sont de jeunes hommes, mais il y a désormais beaucoup de jeunes femmes. Quand je dis jeunes, c'est jeune, hein, c'est 14-15 ans, c'est pas 17-18. Donc, il y a un renouvellement avec des petits opérateurs individuels, ce qu'on appelait le lumpen terroriste ou le terrorisme de basse intensité. Aujourd'hui, il est en voie de développement. Et quand le ministre de l'Intérieur dit attention, marché de Noël, triple système de sécurité. Il a raison. Ah bah bien sûr. De toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Et de ce point de vue-là, il a parfaitement raison. La difficulté, alors l'avantage, c'est que depuis 2016, on est passé d'une demi-douzaine d'opérations proactives visant à empêcher un attentat à 60. Ça, c'est un immense progrès des services de renseignement. Oui. Parce qu'arrêter l'auteur d'un attentat après un attentat, c'est certes satisfaisant, mais enfin, on a déjà tout raté. Il y a déjà des morts et des blessés. L'effet sur la population est terrible. Empêcher un attentat, c'est la grande transformation qui a eu lieu depuis la mise en place de la détection précoce, de l'anticipation. Vous vous rappelez sans doute, mais il y a très très longtemps qu'on venait discuter de ça sur un autre plateau avec Xavier Hofer dans C'est dans l'air. Oui, ça ne date pas d'hier. Mais c'est arrivé. Depuis 2016, il y a eu une très forte volonté. Je salue d'ailleurs celle de M. Lerner et M. Nunez, qui était à l'époque directeur de la sécurité intérieure, puis Lerner, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Il y a un effort de compréhension culturelle sur la détection précoce et l'anticipation. Mais ça ne permet pas d'empêcher tout. Mais ça empêche massivement beaucoup de choses. 60 attentats qui n'ont pas eu lieu, c'est mieux que 60 auteurs d'attentats qui ont été arrêtés. Pourquoi les marchés de Noël sont visés ? Parce que c'est un lieu de regroupement massif, que ça permet de faire beaucoup d'effets, qu'il y aura évidemment beaucoup d'effets médiatiques. Hein. L'attentat, c'est fait pour les médias. C'est pas fait pour les dégâts, c'est fait pour les médias, c'est fait pour la com. L'attentat, c'est de la violence et de la com. Et donc, évidemment, un marché de Noël, où que ce soit, en Allemagne, en Italie, en France, c'est toujours une cible. Le 14 juillet à Nice, c'était une cible qui a été décuplée à la fois par la masse du nombre de victimes, mais il y en aurait eu 2-3 et pas 90,
que ça aurait eu le même effet médiatique. C'est la curiosité ou l'intérêt de l'attentat, c'est que c'est un investissement faible et des effets immenses. Et c'est aussi l'approche des fêtes qui joue un rôle là-dedans Non, c'est le fait qu'on a beaucoup plus d'endroits où beaucoup plus de monde vont se regrouper. C'est aussi simple que ça. Ah oui, bien sûr, c'est un effet tout à fait mécanique et pragmatique. Il n'y a pas d'aspect religieux. Non, ce sujet n'a pas d'importance. Les attaques d'églises, oui, les attaques de chrétiens au Nigeria, ça, ce sont des enjeux qui sont très clairement identifiés comme anti-religieux. Mais ça pourrait être une fête laïque, le 14 juillet, qui est, comme chacun sait, pas particulièrement marqué par la croyance en Dieu, le Bataclan non plus. Vous voyez, c'est le regroupement et l'effet médiatique qui est important. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence, islamistes ou même de gauche. Il était auditionné aujourd'hui au Sénat. Il a raison ? Enfin, vous comprenez ce qu'il nous explique ? Sur cette partie-là, elle est très claire. D'ailleurs, la plupart des sociologues ou des ethnologues ou des spécialistes des religions vous diront que l'islam est une religion, l'islamisme est un mouvement politique et le terrorisme est un mode de passage à l'acte violent qui couvre à peu près tout, des pas religieux du tout contre des religieux, des religieux contre d'autres religieux. Voilà. Donc, cette partie-là n'est rien à dire. Il ne faut pas sous-estimer Jean-Luc Mélenchon, c'est un très grand érudit. C'est un des rares politiques qui a encore de la science, de la philosophie et de l'éducation, au sens de la connaissance des faits, et pas seulement de la note de synthèse avant de passer sur un plateau. Donc il ne faut pas le sous-estimer dans sa capacité à expliquer des choses auxquelles sans doute il croit, mais comme toujours, voilà, il y a beaucoup de maisons dans la maison du Seigneur, et il y a beaucoup de maisons différentes chez lui aussi. Je voudrais qu'on revienne sur ces histoires de drones. Excusez-moi. Est-ce que c'est une spécialité française aujourd'hui en tant qu'inquiétude ? Et qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Est-ce que c'est aussi inquiétant ou dangereux qu'on le perçoit ? C'est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus dangereux. D'abord parce que le drone a tout changé dans l'art de la guerre. Tout. On ne fera plus jamais la guerre comme on la faisait avant. À cause des drones. À cause des drones. Les drones, c'est Terminator et Matrix pour ceux qui aiment les vieux films de science-fiction. C'est un moment où des outils qui vont s'autocontrôler eux-mêmes vont décider d'éliminer des humains qui eux-mêmes essaieront de se défendre contre les drones avec d'autres drones qui à la fin s'autocontrôleront tout seuls. Si vous allez en Ukraine, il n'y a plus de champ de bataille. Vous aviez sur LCI l'autre jour un extraordinaire reportage dont l'intérêt, pardon de le dire, était moins la bataille que le bruit. Le bzzz permanent. Et vos envoyés spéciaux sur place disent en fait ce qui nous fait le plus peur, c'est le bruit. Ce petit bruit permanent dont on ne sait pas si c'est des amis, si c'est des ennemis, si c'est des drones tueurs, des drones kamikazes, des drones surveilleurs. En fait, la surveillance totale, elle existe et l'Ukraine est le laboratoire de la guerre moderne. Et ce phénomène-là, il est en train de tout changer. Or, nous sommes à peu près totalement pourvus pour faire la guerre classique. Nous sommes à l'équilibre, voire supérieur à la Russie, pas à la Chine qui est en train de gagner en masse et en technologie sur les deux terrains qui sont la grande pédagogie de l'après-guerre de Corée. Mais nous ne sommes pas prêts à la guerre de drones, pas du tout. On sait pas comment faire. La France n'est pas prête aujourd'hui à affronter une guerre des drones. Aucun pays d'Europe, quand ils sont au-dessus de Varsovie, quand ils sont au-dessus d'une base de l'OTAN au nord de la Pologne, quand ils sont sur les aéroports danois, hollandais. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on va les abattre et ils vont tomber, on ne sait pas où. Les règles d'engagement ne sont pas du tout les mêmes pour un avion. Alors, il faut faire du repérage, il faut bouger des ailes, il faut faire coucou au pilote, vérifier qu'il est ami ou ennemi, etc. Ce n'est pas la même chose qu'une provocation. Et vous aviez très bien traité du sujet tout à l'heure. Vincent Crouzet a dit des choses extrêmement justes sur la problématique du lieu particulier. C'est juste c'est pas une provocation, hein, c'est un test. Qu'est-ce qu'ils font si on y va ? Et la réponse, c'est ils font ce qu'ils peuvent. Donc, ce sont des tirs ce sont pas des tirs réels, ce sont des tirs de brouilleur. Hein, ça ressemble à un énorme fusil brouilleur. Alors, ça a trois effets, le fusil brouilleur. Soit ça coupe la communication et le drone ne sait plus quoi faire, il tombe. Oui. Soit le drone
rentre chez lui, c'est pour ça qu'on probablement ne va pas les retrouver, je dis probablement parce que j'ai pas d'éléments plus, même si le général Yakovlev sous-entendait que je savais plus de choses que je n'en sais sur cette question-là, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs options de drones, et troisièmement, ça dépend de la taille des drones. J'ai amené un jour chez Darius Rochemin une photographie de ce que c'était qu'un drone. Oui. Ça ressemble à la moitié d'un Airbus A320 jusqu'à un truc qui tient dans ma main. Un de mes filleuls m'a montré hier un drone tout petit qui tient dans ma main. Télécommandé, qui obéit au mouvement, qui a une autonomie et une très jolie caméra. Et il peut générer de la violence, ce mini-drone. Mettre 150 grammes de plastique, de TNT, de n'importe quoi, et de le faire exploser. Et ça fait ça. Les principaux effets des drones, quand ils tombent en Ukraine, je ne parle pas des missiles, les petits drones, les drones Shahid, etc., ils font beaucoup de dégâts, mais sur des installations extrêmement vulnérables, des centrales électriques, qui n'ont jamais été prévues pour protéger tous les tuyaux. Donc on est dans une phase où nous ne savons pas encore traiter de la guerre des drones. Et donc nous ne sommes pas prêts. Ah, pas du tout. Mais nous sommes en train de rattraper le retard. Regardez, Altares, Altaïr, Cerbère et quelques autres. Donc nous avons d'exceptionnelles start-up, totalement sous-financés comme d'habitude, avec un retard invraisemblable des institutions étatiques qui, comme toujours, vous font passer 452 000 tests, la direction de l'aviation civile qui dit « Ah oui, mais non, peut-on abattre les drones, on va se poser... » Non, nous sommes très en retard. Notre bureaucratie est comme d'habitude très en retard. Donc, tout ce petit monde ira se vendre aux États-Unis ou aux Émirats, qui ont une industrie des drones formidable. Les Turcs ont une remarquable industrie des drones. Ce sont les premiers, d'ailleurs, à avoir taillé des croupières aux Arméniens, puis aux forces armées libyennes du général Haftar, à l'époque notre allié, qui ont sorti de nouveaux drones aujourd'hui, plus petits, plus puissants, plus structurés, dont certains d'ailleurs sont en totale autonomie. C'est-à-dire qu'ils partent, ils savent pas ce qu'ils cherchent, mais dans leur logiciel, ils savent que s'ils voient un humain avec un truc qui ressemble à une pétoire, faut se faire l'humain. Les 5 drones qui sont venus nous visiter jeudi, qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire ? C'est un test. Mais vous savez qu'on a eu 400 drones rien que sur le semestre au-dessus de la France. Et il y a 400 000 titulaires officiels de licences de drones en France. Donc vous nous dites que ça n'arrête pas ? Ça n'arrête pas. Ceux-là, on en parle parce qu'ils étaient sur l'île Longue. Mais on en a eu au-dessus d'une base de chars, on en a eu au-dessus d'une base de munitions, on en a un peu partout. C'est une partie du problème, c'est que nous n'avons pas encore pris la mesure de la transformation totale qu'allait être le drone, sauf dans l'armée de terre. Alors là, ils ont parfaitement compris, ils ont ressorti les fusils à pompe, comme les Ukrainiens, la pétoire, qui marche très bien, et ils ont recyclé des vieux canons des années 70, qui sont extrêmement efficaces pour lutter contre les drones. Mais là, on sait ce qu'on fait, on les abat. On peut faire du chantage avec des drones ? Bien sûr. C'est déjà arrivé à votre connaissance ? À ma connaissance, non, mais en tout cas, le chantage, il est là en permanence. Nous sommes capables de tout, et vous n'êtes encore capable de rien. Vous venez d'évoquer, finalement, avec cette question des drones, vous qui avez vraiment abordé ces questions depuis un certain nombre d'années, la question du moment, en tout cas pour la criminologie et les violences potentielles. L'usage du drone, vous voulez dire ? Oui. Alors, les narcos s'en servent déjà. Et en termes pour de transporter contrôle, transport dans ou pour taper leurs copains, pardonnez-moi. Tout. Livraison dans les prisons, oui. Transport hors contrôle, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir un camion, c'est pour des petites quantités, mais ça marche pas si mal. Et puis, dans certains cas, des drones ont attaqué des unités de la police ou de l'armée en Amérique du Sud. Et donc, si ça a déjà eu lieu, principe du précédent, c'est que ça se reproduira. Bon, je sais que vous n'aimez pas cette question, mais au moment où nous parlons, à part les drones, qu'est-ce qui vous inquiète, notamment en termes de violence pour notre pays ? Ce sera ma dernière question. Ce qui m'inquiète, c'est l'impréparation. Moi, je crois à la capacité de résistance, de résilience et de résistance. Vigilance, oui. On est au courant, et les Français le savent, comme l'enquête du Figaro le montre. Résilience, on sait qu'on peut survivre à ça. Et résistance, c'est encore ce qu'on n'a pas encore. Vous savez, quand on avait, si j'ai encore une minute, quand il y a eu les attentats de 2015, on m'a demandé de faire un petit travail que j'avais déjà fait aux États-Unis après les attentats de 2001. Et en France, il y avait, en cas d'attaque terroriste, 1 fuyait, très bonne initiative, 2 appeler la police, pourquoi pas, 3 aider les gens. Aux États-Unis, il y avait un point 4 au NYPD. Lequel ? Résister. Et c'est très étonnant que ce pays qui glorifie la résistance n'ait pas réussi à intégrer la capacité des citoyens à résister. Donc à se créer une capacité eux-mêmes, sans attendre que l'État le fasse à leur place, tard et en général mal, de le faire eux-mêmes. Et c'est un des enjeux qu'on a aujourd'hui entre une population composée de PRAF,
des plus rien à foutre, qui se resserrent sur un tout petit univers local, familial, social, religieux même, un peu ce que raconte aussi le Figaro, et les P2R, c'est-à-dire les autorités étatiques et politiques qui sont plus responsables de rien. Il y a un espace au milieu qui s'appelle résistance. Moi, je crois beaucoup à ça. Merci infiniment Alain Bauer d'être venu ce soir nous informer dans tous les sens du terme.